Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Yves Chenfegel, directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne. Je suis heureux de vous accueillir pour ce troisième webinaire organisé dans le cadre du Congrès des maires de la Haute-Garonne avec le concours de l'Association des maires de Haute-Garonne. Et nous allons aujourd'hui vous parler, après le contrôle de légalité et la lutte contre l'habitat indigne, de l'action sur le terrain de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, avec de nombreux témoignages d'élus et de services de l'État. Je suis accompagné pour ce webinaire de Jacques Auberti, président de la communauté d'agglomération du Sicoval et de l'AMF, de Marie-Paul de Miguel, sous-préfète de Saint-Gaudens, et de Cécile Langlais, sous-préfète de Muret. Et nous allons vous présenter les différentes facettes de l'action de l'ANCT sur les territoires. L'ANCT, c'est un sigle. J'espère que ce séminaire vous permettra de lui donner une réalité très concrète sur ce que notre action peut vous apporter dans vos projets. Sans plus attendre, je vous propose de passer au contexte national avec un petit mot d'introduction d'Yves Le Breton, qui est directeur général de l'ANCT, qui nous a fait l'amitié d'enregistrer une petite vidéo à votre usage. Je propose qu'on la lance. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de participer par vidéo interposée à cet événement dans le département de la Haute-Garonne pour vous présenter l'Agence nationale de la cohésion des territoires, une institution jeune créée au 1er janvier 2020, mais qui, je crois, a désormais pris sa place dans les territoires, à vos côtés et à votre profit. Alors, si je devais résumer en quelques mots, l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est avant tout l'idée d'un État accompagnateur des projets des collectivités territoriales, un État aux côtés des collectivités pour la réalisation de leurs projets. C'est sur cette idée simple mais très forte que le chef de l'État a lancé le projet ANCT au mois de juillet 2017, et sur cette idée, sur la base d'un projet de loi devenu la loi de juillet 2019, que l'ANCT s'est mise en place dès le 1er janvier 2020. Alors évidemment, le contexte de création de l'agence a été un peu bousculé par des événements auxquels nous pensons tous. Vous avez été, vous, mesdames et messieurs les élus, et vous, chers collègues de l'État, en première ligne pour assurer la gestion de crise. Mais évidemment, vous avez aussi continué vos projets, et l'ANCT a été à vos côtés pour le faire. Donc comment nous travaillons ? Nous travaillons sur une idée très très simple. C'est l'idée d'une boîte à outils élaborée de manière très partenariale au niveau national avec de très nombreux partenaires, quels que soient les sujets. Et cette boîte à outils, elle est mise à disposition des territoires pour une mise en œuvre autour du préfet de département avec les collectivités, autour des services de l'État qui sont chargés aussi évidemment de pouvoir vous aider dans la mise en œuvre de vos projets. Donc les résultats sont d'ores et déjà là, aussi bien en appui en ingénierie, c'est plus de 600 projets qui sont désormais accompagnés par l'ANCT. C'est vrai aussi des programmes que met en œuvre l'agence. Certains sont désormais bien connus parce qu'ils sont installés dans le paysage. Je pense à Action Cœur de Ville pour la revitalisation des centres-villes dans les villes moyennes. Je pense à Petite Ville de demain. Le premier programme estampillé ANCT est lancé à la fin de l'année 2020. Et puis je pense aussi à des programmes très importants pour les territoires en matière notamment de haut débit, de téléphonie, mais aussi en matière d'usage des nouvelles techniques de communication, parce que l'on sait qu'un certain nombre de nos concitoyens sont aujourd'hui éloignés de ces usages. Et puis l'Agence nationale de la cohésion des territoires s'intéresse à tous les territoires, notamment les plus en difficulté. Je pense par exemple au quartier politique de la ville. La ANCT porte la politique de la ville sous la conduite du gouvernement. Donc autant de sujets pour nous essentiels qui sont au cœur des réalités d'un département comme celui de la Haute-Garonne. Et je salue vraiment les efforts conjoints aussi bien des services de l'État autour du préfet de département, préfet de région que des collectivités pour améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens. C'est l'intérêt général qui nous rassemble, et en tout cas, soyez assurés que l'ANCT est à vos côtés pour assurer cet intérêt général. Merci à vous. Merci beaucoup Yves Le Breton pour cette introduction qui pose le cadre général. Donc au menu de ce séminaire, vous parlez d'organisation de la délégation territoriale. On va vous parler de contrat de relance et de transition écologique et d'action de l'agence en appui aux collectivités sur la préparation de ces contrats. On va vous parler de Petite Ville de demain, qui est un programme où 18 villes sont concernées dans le département de Haute-Garonne
Et on vous parlera enfin de l'ingénierie sur mesure et d'exemples très concrets que l'ANCT accompagne aux côtés de collectivités et de leurs élus. Peut-être quelques mots tout d'abord pour poser le paysage de l'organisation de l'agence. Ça sera très bref, mais il est important de vous donner quelques repères. Le premier repère, c'est que l'agence a un délégué territorial en Haute-Garonne, c'est le préfet de département, et qui est assisté de 3 délégués territoriaux adjoints, donc, qui sont ici présents tous les 3, donc Marie-Paul de Miguel, Cécile Langlais et moi-même, qui accompagnent vos projets pour Marie-Paul et pour Cécile chacune sur leur arrondissement, et j'ai un rôle de coordination et d'interface de l'écosystème d'acteurs autour de l'agence. Parce que le deuxième message qu'on voulait vous passer, c'est que l'agence, c'est d'abord la capacité à fédérer des acteurs qui agissent en matière d'ingénierie territoriale. On dispose encore d'une capacité côté service de l'État d'ingénierie, mais quand on regarde le paysage, on s'aperçoit que d'autres acteurs locaux et nationaux peuvent apporter un service. Et l'idée, c'est d'éviter que ces services soient redondants et qu'on soit efficient dans l'organisation de l'ingénierie, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas 2 fois le même travail en concurrence ou qu'on apporte des choses en complémentarité. On a chacun nos points forts en termes d'ingénierie et l'idée, c'est que l'agence rassemble toute l'offre d'ingénierie, qu'elle soit portée par l'État, ses opérateurs ou les collectivités territoriales, pour appuyer de la meilleure manière possible les projets qui naissent sur les territoires. Et c'est le deuxième message qu'il était important de vous passer. Donc, encore une fois, notre rôle en tant que délégués territoriaux et délégués adjoints, ce n'est pas de faire, c'est d'être assembliés, d'être à l'écoute, d'être chef d'orchestre d'un orchestre qui doit jouer harmonieusement, d'être garant de la réponse aussi. Quelque part, quand on s'engage sur une réponse vis-à-vis d'un projet, il est important qu'on tienne les délais, qu'on apporte la réponse attendue, qu'on cadre aussi la réponse qu'on va apporter. Il ne s'agit pas de promettre monts et merveilles, mais d'apporter un appui précis, avec des moyens propres ou avec des moyens qu'on va chercher au niveau national. Je pense aux conventions nationales avec l'ADEME, avec le CEREMA, avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, ou qu'on va chercher au niveau local avec quelques appuis d'ingénierie qu'on peut avoir. Donc, il faut retenir que on a des délégués territoriaux, on a des équipes projets qui se constituent en appui à vos projets, et on accompagne ces projets sur un temps donné pour un résultat donné qu'on contractualise avec vous. J'y reviendrai tout à l'heure sur le sur-mesure. Voilà ce qu'on pouvait dire en termes d'organisation du paysage, mais l'idée, c'est de vous montrer concrètement ce qu'on fait au travers de 3 exemples. Et je vais laisser la parole à Cécile Langlais, sous-préfet de Muret, et à Jacques Auberti, qui nous fait l'amitié d'être présent en tant que président de la communauté d'agglomération du Sicoval, pour vous parler du volet contractuel de l'agence et de ce qu'on fait en appui à la composition, à la rédaction des contrats de relance et de transition écologique. Cécile, je te laisse introduire la séquence. Merci Yves. Bonjour à tous. Oui, effectivement, peut-être resituer très rapidement ce nouveau contrat de relance et de transition écologique, qui est pour nous une nouvelle façon d'accompagner les territoires. Alors ce contrat qui est finalement plus qu'un contrat, je dirais c'est un cadre contractuel. Ce cadre contractuel, il a été lancé par le Premier ministre à la fin de l'année 2020 et il a consisté dans un premier temps effectivement à discuter avec les territoires pour savoir quel territoire était effectivement souhaitait être partie prenante de ce nouveau contrat. Donc sur la Haute-Garonne, nous avons 11 territoires qui ont candidaté et qui ont été retenus. 2 PETR dans le sud du département, 7 établissements, 7 EPCI à fiscalité propre et puis 2 PETR de manière partielle. Donc sur cette première approche, toute l'année 2020, effectivement, on a commencé à travailler d'abord sur des protocoles d'intention avec l'ensemble de ces collectivités. Aujourd'hui, quasiment tous les protocoles d'intention sont signés ou les derniers vont arriver d'ici la fin du mois, je pense. Et donc ce contrat, c'est finalement une nouvelle forme de coopération entre l'État et les collectivités qui souhaitent être plus efficaces et puis travailler de manière plus étroite. 2 ambitions pour ce contrat.
la transition écologique comme axe transversal des projets des territoires. Je crois que la ministre Gourault disait que c'était la ligne verte effectivement du CRTE tel qu'on souhaite le voir aboutir. Et on peut dire qu'on a de la matière en Haute-Garonne. Bien sûr, là on parle de lutte contre le réchauffement climatique, d'économie circulaire, de rénovation énergétique des bâtiments sur lesquels effectivement les collectivités, on le sait, ont beaucoup d'appétence. Mais aussi on va parler de biodiversité et de sobriété foncière. Mais ce ne sont là qu'une première approche. Et puis, au-delà de la transition écologique, on souhaite effectivement donner une cohérence à l'ensemble des démarches contractuelles existantes. Et puis, évidemment, partir, je crois que ce qui est le plus important, c'est qu'on veut partir du projet de territoire des collectivités. Voilà, je crois que c'est l'essentiel et M. Auberti en parlera de manière plus approfondie. Alors, je voudrais insister auprès de vous sur un calendrier très ambitieux parce qu'effectivement, nous avons signé des protocoles d'intention. Le préfet a signé des protocoles d'intention et on doit signer les contrats à la fin de l'année 2021. Donc, effectivement, il va falloir donner un coup d'accélérateur sur tous les territoires pour signer ce contrat, puisqu'il faudra aussi prendre en compte matériellement les votes des assemblées, des différentes collectivités partenaires. Sachant, je vous rassure tout de suite, que bien sûr, le contrat il est évolutif et que des avenants pourront se faire jour au fur et à mesure aussi de l'affinement du projet de territoire. J'ai envie de te poser une question, Cécile. Qu'est-ce qu'apporte l'ANCT au service de ces contrats de relance et de transition écologique ? Alors, l'ANCT, il y a de nouvelles mesures d'accompagnement. On a bien sûr, on aura de l'accompagnement financier classique sur la DSIL, la DETR, sur les crédits de droit commun de l'ensemble des administrations et des agences qui vont également, les agences de l'État qui vont également participer à ces contrats. Mais l'ANCT a prévu des mesures d'accompagnement complémentaires, notamment sur tout ce qui concerne l'ingénierie pour aider et appuyer les collectivités justement à construire, approfondir leur projet de territoire. Et aussi bien intégrer, bien sûr, l'axe prioritaire du volet transition écologique. Donc, les accompagnements supplémentaires à l'ANCT, quelques exemples, par exemple, c'est bien sûr les marchés à bon de commande qui peuvent être faits au travers des marchés d'ingénierie qu'a signé l'ANCT sur chaque région, sur lequel effectivement les collectivités peuvent émarger. On a bien sûr des aides du CEREMA sur le PETR, par exemple Pays de Comminges, je mets Marie-Paul pourra aussi intervenir sur ce sujet. On a également, tant sur le Sicoval que sur l'agglomération du Murtin, un contrat d'objectif où l'ADEME s'est porté cofinanceur, effectivement, notamment pour travailler encore plus sur les axes du PCAET, par exemple, et les axes transition écologique. Et puis, il y a aussi des subventions forfaitaires, comme par exemple pour le Pays Sud toulousain, qui a pu bénéficier d'une subvention de 20 000 €, là aussi pour l'accompagner dans son projet de territoire. Alors, le fait de citer le Sicoval, ça nous donne une transition assez facile. Je vais donner la parole à Jacques Auberti. Donc, Monsieur Auberti, qu'est-ce qu'apporte, comment voyez-vous, vu d'une collectivité, le partenariat avec l'ANCT, avec ses moyens, et vous êtes parti un peu en avance par rapport aux autres puisque vous aviez déjà un contrat de transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment vous voyez ce passage et ce qui est important pour une collectivité dans ces contrats ? Alors d'abord, merci Monsieur le directeur départemental des territoires de cette invitation. Je salue aussi Mesdames les sous-préfètes. Peut-être en propos liminaire, j'indiquerai que cette démarche du CRTE, la présence de l'État, de la NCT, mais aussi d'autres partenaires aux côtés des territoires, est un changement en quelque sorte de paradigme assez historique, on peut le souligner. Nous avions été plutôt habitués à un État qui jouait un rôle de contrôle. La réforme générale des politiques publiques en avait été une première entame assez difficile pour les territoires. Nous avons un État qui, aujourd'hui, s'enrichit dans une posture d'accompagnement, un État facilitateur, un État qui, finalement, s'adapte aux réelles préoccupations des territoires dans la
dans la construction de leurs projets. Je dis bien des projets au pluriel. Et puis le deuxième élément, qui était une réelle volonté aussi des collectivités, c'est de ne plus être en relation avec les différents partenaires selon les opportunités, notamment des appels à projets, mais de s'inscrire réellement dans une démarche de co-construction de leur projet de territoire. Et là, je parle bien de projet avec un grand P en quelque sorte. Et le CRTE nous amène sur ce terrain-là. Le terrain d'une contractualisation gagnant-gagnant, tant sur la vision que nous avons de l'aménagement du territoire, du développement des projets, des grandes transitions. Je pense particulièrement à la transition écologique, dans laquelle on trouve aussi la question de la transition énergétique, que des relations visant à faciliter la construction de ce projet et sa mise en œuvre en quelque sorte. Pour le Sicoval, cela a été exactement le cas. D'ailleurs, mon prédécesseur, Claude Dussert, lorsqu'il vous avait rencontré lors de votre arrivée, bien avant d'ailleurs, sans doute étiez-vous aussi un précurseur en tant que représentant de l'État sur notre territoire, avait dit « l'État is back ». Souvenez-vous, c'est-à-dire effectivement, on retrouve un État qui est un État aux côtés des collectivités, dans un esprit gagnant-gagnant, parce que sur le territoire de la Haute-Garonne, nous étions aussi, nous sommes toujours d'ailleurs un peu des enfants gâtés, très accompagnés par le département, une région qui est extrêmement attentive. Mais là, nous trouvons finalement aussi, par rapport aux différentes structures de l'État, une posture qui est tout à fait favorable, alors à la transition écologique et nouvellement à la relance. Et d'ailleurs, c'est finalement ce qui sépare quelque part le CRTE du CTE que nous avons signé au Sicoval au début de l'année 2020 et du CRTE dont nous préparons la signature, mais qui est quasiment bouclée. Un autre élément qu'il faut considérer, c'est la place des communes dans l'intercommunalité. Sur le Sicoval, nous avons souhaité que les communes aient toute leur place. Pour deux raisons. D'abord parce que l'intercommunalité n'est que finalement l'émanation d'une décision aussi collective des différentes communes. C'est un vrai combat d'ailleurs au sein de l'Association des maires de France. Je parle souvent de communes heureuses dans une intercommunalité heureuse. Mais aussi parce que le développement des communes elles-mêmes, c'est la répartition des richesses sur le territoire. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de territoire laissé pour compte, une concentration par exemple sur les zones urbaines ou sur les métropoles, que tous les territoires soient servis. C'est comme ça que nous avons construit, avec vous d'ailleurs, ce CRTE. Vous avez été extrêmement à l'écoute de nos projets, certains projets qui étaient très ambitieux. Je pense par exemple à la zone d'activité du Rivel, certes avec cette ambition liée aussi aux transitions de notre temps, l'économie circulaire, le bâtiment responsable, l'énergie positive de certains aménagements. Mais tout cela étant très complexe, nécessite que nous travaillions la main dans la main. Et sincèrement, je vous en remercie. Vous avez joué pleinement le jeu, je dirais avec la même passion. Donc ça va au-delà d'une simple fonction, avec la même passion que celle qui anime les élus et les techniciens du territoire. Donc les CRTE, c'est pas un objet technique, c'est une affaire de passionnés et une affaire d'entente entre les acteurs des territoires, vous d'abord et nous en appui. Je crois qu'on peut peut-être résumer comme ça la démarche. Alors tout à fait. Et puis c'est une dynamique, une passion qui fait des petits. Donc il est question de l'ADEME, bien entendu, qui nous accompagne, mais nous avons d'autres partenaires qui viennent taper à notre porte. Je pense à l'Agence de l'eau, qui joue un rôle majeur, non pas uniquement en matière de financement, mais aussi en matière de ligne politique par rapport aux priorités. Et maintenant la CAF. C'est-à-dire cette vision qui vient compléter le dispositif de la transition énergétique et la question de la transition sociale. Et vous savez combien la crise des Gilets jaunes nous a montré que cet équilibre-là, il était fondamental. Et donc, effectivement, nous avons en fait sur le territoire du Sicoval cette passion de l'innovation. Et je pense que le CRTE en lui-même, qui est aussi porté par l'État, démontre bien que nous ne sommes pas seuls, loin s'en faut. Merci, Monsieur le Président. Je crois que vous voyez, c'est un premier sujet et le CRTE n'est pas un objet lointain, c'est un objet qui concerne l'ensemble des maires du département parce que vos projets trouveront leur place de manière organisée dans les axes de transition qui seront définis dans ces programmes.
Petit point d'ordre, je vous rappelle que dans ces webinaires, vous disposez d'un chat ou d'un fil de discussion pour pouvoir poser vos questions. Et on aura une petite séance de réponses à l'issue de la présentation Petit Fil de Bain. Donc n'hésitez pas à vous saisir de cette opportunité, posez vos questions et on essayera d'y répondre en direct. Je propose qu'on zoome un peu parce qu'on a parlé de territoire, d'intercommunalité et je propose qu'on aille au niveau toujours de l'intercommunalité mais aussi de la commune en vous parlant du volet programme de l'action de l'Agence nationale de la cohésion des territoires avec l'illustration par un programme. Yves Le Breton en a parlé, c'est Petites villes de demain. Et je propose de laisser la parole à Marie-Paule de Miguel, qui est sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Gaudens, pour nous présenter en quelques lignes le programme, les enjeux, peut-être nous parler des ORT, parce que Saint-Gaudens a été un peu précurseur par rapport à Petite Ville de demain et de ce qui se fait sur le territoire de ton arrondissement. Et on aura un témoignage après d'élus par un petit film vidéo. Marie-Paule, je t'en prie. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, Petite Ville de demain, c'est en effet un dispositif qui prend la suite de ce dispositif Cœur de Ville qui avait eu au niveau national et qui continue d'ailleurs et qui a eu beaucoup de succès. Mais on arrive vers des petites centralités, des petites villes, comme le nom l'indique. Ces centralités si importantes pour mailler le territoire, qui sont des petits bassins de vie dans lesquels on va retrouver des services, un habitat, une proposition de cadre de vie, de cadre de travail, des commerces. Donc ce petit bassin de vie qui est si important et qui a souffert ces dernières décennies, j'ai envie de dire Petite Ville de demain, c'est une façon de reconquérir un peu ces petites centralités qui aujourd'hui pour certaines sont très fragiles, avec un patrimoine qui s'est dégradé, avec une forme d'exode des habitants vers l'extérieur. Et donc Petite Ville de demain, ça s'adresse plutôt à des centralités, petites centralités, moins de 20 000 habitants, moins de 10 000 habitants, et qui vraiment constituent une politique d'aménagement de notre territoire. Aujourd'hui, 75% des petites villes de demain lauréates sont dans la ruralité, mais il peut y en avoir aussi en milieu périurbain, ce n'est absolument pas interdit. L'objectif, c'est vraiment de construire un programme, comme tu l'as dit Yves, et comme vous l'avez dit Monsieur Auberti, qui soit à l'échelle de la commune et de l'intercommunalité. Le binôme est très important parce que d'abord c'est le projet d'une commune au plus près des habitants, mais l'intercommunalité forcément a des compétences sur les sujets qui vont être abordés dans le dispositif Petite Ville de demain. Donc il faut que ce soit ce binôme qui fonctionne et qui fonctionne bien. Mais c'est bien la commune et l'intercommunalité qui pilotent ce dispositif. Ne nous trompons pas, ce n'est pas l'État qui pilote, l'État accompagne. Et ce pilotage, ce dispositif, il faut vraiment qu'il soit pris en compte par les élus, par la collectivité. Donc commune, intercommunalité. Donc c'est un projet transversal, ça c'est un mot très important dans ce dispositif comme dans Cœur de Ville. Pourquoi ? Parce qu'on va retrouver des enjeux liés à l'habitat, on va retrouver des enjeux liés au commerce, on va retrouver des enjeux liés aux mobilités, à l'aménagement des espaces publics. L'objectif, ce n'est pas de traiter ces enjeux les uns à côté des autres ou les uns après les autres, mais bien ensemble, en faisant le lien. Quand on aménage un habitat, on pense à la mobilité. Quand on aménage à l'espace public, on pense au service jeunesse. Bref, c'est vraiment, la transversalité est un sujet important et essentiel. Et c'est pour ça aussi que c'est un dispositif très partenarial. Bien entendu qu'aujourd'hui, personne ne fonctionne dans son coin sans travailler avec les autres partenaires. Donc, ce dispositif, il vient rejoindre absolument les objectifs du dispositif Bourg-Centre de la région. Il vient rejoindre les dispositifs du conseil départemental dans certains de ces objectifs. Le dispositif Petite Ville de demain, c'est de travailler avec tout le monde pour renforcer cette attractivité des petites villes et des centralités. Alors l'État, évidemment, il accompagne, comme on l'a dit tout à l'heure, il accompagne à plusieurs niveaux. Et ces niveaux sont de différentes sortes. On a déjà commencé à travailler sur le dispositif, ne serait-ce que pour aider les collectivités à déposer des dossiers. Et on part, comme pour le CRTE, d'un projet de territoire. L'objectif, c'est de savoir quel est le projet de la commune à l'échelle de 6 ans. Dans le département de la Haute-Garonne, tu l'as dit tout à l'heure Yves, le département a eu une grosse mobilisation des élus avec un fort accompagnement de l'État et de la NCT, puisque 18 communes
ont été lauréates, 18 communes pour 10 intercommunalités. Et l'accompagnement, très concrètement, il se traduit comment? D'abord, il se traduit par un appui à l'ingénierie. On sait que souvent, c'est un sujet qui touche la ruralité. Il faut être aidé en ingénierie. Et c'est donc le cofinancement, par exemple, des chefs de projet. Le chef de projet, c'est un élément qui va venir coordonner l'ensemble du travail. Les services de l'État tiennent beaucoup à ce qu'il y ait sur ces dispositifs un chef de projet dédié. On sait bien que les élus ne peuvent pas tout faire et que d'un autre côté, un secrétaire de mairie, un secrétaire général, un directeur des services a bien d'autres choses à faire. Il est très très important qu'il y ait un chef de projet qui va se consacrer à ce dispositif. Ça fonctionne et c'est pour ça que l'État vient en cofinancement vraiment significatif pour qu'il y ait des chefs de projet. Mais ça peut aussi se traduire par des aides aux managers centre-ville, sur des études, sur des expertises plus thématiques, sur l'habitat, le commerce, l'économie. C'est finalement en fonction des territoires et des projets de territoire. Tout le monde n'aura pas le même accompagnement. Ça pourra être différencié selon les territoires, mais je pense que le chef de projet est commun à tous. Et puis, être dans le dispositif Petite Ville de demain, c'est aussi accéder à un réseau, à un échange, à des exemples mis en œuvre ailleurs et qui peuvent être totalement donc, relayés sur le département. C'est des partages d'expériences, c'est des guides. Voilà, c'est tout ça Petite Ville de demain. Et c'est vrai que très concrètement, Yves y faisait référence, à Saint-Gaudens, on est sur le dispositif qui est identique, qui est l'ORT, l'opération de revitalisation des territoires. C'est un dispositif, j'insiste, très concret. Bien sûr qu'il y a eu des études, bien sûr qu'il y a eu un travail, mais il y a eu un travail d'abord de concertation avec la population, il y a eu des ateliers, il y a eu un travail sur les marchés, quand je dis sur les marchés, sur le marché hebdomadaire de la ville de Saint-Gaudens. Il y a eu des rencontres avec des personnes qui avaient des projets, à qui on a fait faire des maquettes sur peut-être sur leur futur habitat. On a créé des envies. Les élus se sont retrouvés dans ce travail de terrain. Et c'est bien ça, c'est-à-dire on fait des études, on part d'un projet, mais on est dans le concret et c'est pour ça que les actions sur Petite Ville de demain, elles doivent commencer dans les 18 mois du projet de territoire. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Peut-être que pour faire miroir à ce témoignage État, on va lancer un témoignage élu puisque plusieurs élus de la communauté de communes Cœur et Coteaux de Comminges ont accepté de se livrer à un témoignage et je propose qu'on lance la vidéo. Ce témoignage sur le terrain. Le projet qu'on a par rapport à ce bâtiment qu'on avait racheté à l'ancien EHPAD, c'est de mettre en place du logement collectif qui est basé avec des promoteurs et un bailleur social pour essayer de mettre du logement un petit peu mixte, que ce soit bien du logement classique, du logement entre guillemets social, mais également aussi du logement handicap inclusif. C'est un plein cœur de ville qui est accessible, qui est très proche des commerces, du centre-ville et également de tous les services, maisons de santé, maisons de services également au public. Donc tout ça, je pense que c'est un lieu adapté pour mettre en place ce type d'initiative et surtout de logement. Le fait
permet d'adhérer au contrat Petite Ville de demain porté par l'État. C'est évidemment le recrutement d'un chargé de mission qui va venir en aide à nous, les communes adhérentes, qui va nous permettre d'adhérer à un réseau qui aura un retour d'expérience, parce que nous aujourd'hui on rencontre des problématiques, mais on ne va pas forcément inventer une solution. La solution a peut-être déjà été trouvée ailleurs pour divers sujets. Nous, ce que l'on souhaite travailler aussi comme thème principal, c'est les questions liées à l'habitat, parce que c'est un domaine sur lequel, en tant que commune, seul, on a du mal à appréhender. Et donc là, dans un cadre collectif, dans un cadre d'un territoire un peu plus élargi, il nous semble que c'est une thématique dont on doit s'occuper. On a beaucoup travaillé sur les conditions, on va dire, publiques, collectives d'accès à l'habitat, d'accès à l'accueil, mais très peu sur vraiment le patrimoine en lui-même, patrimoine immobilier en lui-même. Jusqu'à maintenant, c'est venu beaucoup d'initiatives privées, mais il nous semble qu'il faut l'accompagner sur certains secteurs d'une vraie intervention publique. Donc on espère qu'à travers Petite Ville de demain et l'ORT, on sait que c'est un thème sur lequel l'État souhaite nous accompagner. Les maires, ça reste un projet communal. On ne doit pas agir et penser à leur place pour leur ville ou leur village. Donc il faut absolument qu'eux portent leur projet et qu'ils se mobilisent. Et nous, on a un rôle de pilote. On est moteur après de ce projet-là. On doit être facilitateur. On amène de l'ingénierie également. Et voilà, ce que je souhaite, c'est que par contre on déploie cette politique sur l'ensemble du territoire, mais ça passe par une implication forte de tous les élus. Tout ne doit pas venir que de la communauté de communes. Témoignage miroir donc des élus de la communauté de communes. On va peut-être conclure cette double séquence avant de parler du sur-mesure par une prise de questions. Alors on a deux questions en une. Enfin, il y en a une, c'est pas une question, c'est Denis Turel qui pose sur le fil une question. Je passe sur le remerciement et merci du remerciement. Donc il y a une question d'intégration et c'est vrai qu'on voit qu'on a plusieurs dispositifs. On a Petite Ville de demain avec un contrat entre l'État et une collectivité et une commune. On a le CRTE, une autre forme de contrat. On a Bourg-Centre, c'est la région qui contractualise avec des collectivités. Et la question de Denis Turel, c'est est-ce qu'on ne peut pas intégrer tout ? Je crois que la réponse, elle est dans la question, c'est dans l'esprit. Il est bien dans l'esprit du CRTE de rassembler l'ensemble des dispositifs contractuels qui sont passés entre l'État et la collectivité dans un contrat pour donner une vision d'ensemble. Pour autant, ça ne veut pas dire que les contrats ne vivent plus entre eux. Chaque contrat... là, il y a un peu tôt pour lancer le prochain film. Donc, on ne peut pas dire que... le CRTE ne va pas accaparer des contrats passés avec la commune. Petite Ville de demain, ça reste un contrat avec une commune, une intercommunalité. Le CRTE intégrera pour lui donner du sens par rapport à un projet de territoire. Et le CRTE a vocation à s'articuler avec les travaux faits par le Conseil régional dans le cadre des contrats territoriaux d'objectifs. Et il y aura cette mise en synergie et cette mise en cohérence entre les différents dispositifs. Peut-être que Jacques Auberti pourra rajouter quelques petits mots sur le sujet. Alors, le point clé, à mon sens, c'est le projet de territoire. À partir du moment où le partenariat avec l'État, le travail en commun avec la NCT, la construction du CRTE, mais la contractualisation avec le département, voire même, pourquoi pas, sur certains projets, l'accompagnement par Haute-Garonne Ingénierie, la contractualisation avec la région dans le cadre des bourgs-centres. Si toutes ces actions sont intégrées au projet de territoire, bien entendu, elles doivent
converger et selon les cas, même les financements peuvent s'additionner. Sur le territoire du Sicoval, c'est notre cas, y compris sur des sujets à vocation nationale. Je pense particulièrement à la question de l'inclusion numérique, à la question de la data, où l'État, la NCT nous accompagne avec un porté à connaissance auprès de nos pairs. Et ça, je pense que cela n'a pas été dit, mais c'est un engagement très important. Le fait de pouvoir constituer des références, vous l'avez dit, je crois, madame, constituer des références qui ensuite sont présentées à nos pairs de façon à ce qu'ils osent, le cas échéant, embrayer le pas, qu'ils poussent la porte des services de l'État pour bénéficier des mêmes accompagnements. Donc, il ne faut pas forcément chercher un contrat unique avec tous les partenaires signataires. Je pense qu'en Haute-Garonne, nous aurons du mal à l'obtenir, mais faire en sorte que tous les contrats partent du projet de territoire, c'est la garantie pour que ce soit du gagnant-gagnant avec tous nos partenaires. Marie-Paul, sur la connexion entre Petite Ville de demain et Bourg-Centre, est-ce que tu peux apporter quelques précisions sur la synergie entre les deux programmes ? Alors, je pense que la synergie, elle existe de fait et les élus sur le territoire la font. Et moi, je peux peut-être témoigner simplement sur le territoire du Comminges, c'est que nous travaillons ensemble depuis le début avec la région. La région a travaillé son projet et a toujours sollicité la présence de l'État dans les comités de pilotage et inversement. Ça se fait naturellement parce que les objectifs sont les mêmes. Et on s'enrichit, on se consolide, on se renforce les uns les autres. Donc, ça va se faire au sein des comités de suivi Petite Ville de demain, où on va retrouver tous les partenaires. Et à partir de ce moment-là, évidemment que les dispositifs vont coïncider. Après, le CRTE va comment dire, également mettre de la cohérence, de la mise en cohérence entre les projets du contrat de la région et de l'État. Non, moi, je vois pas de difficulté à partir du moment où les objectifs, les enjeux sont vraiment discutés et travaillés ensemble sur le terrain. Ça se fait vraiment très naturellement, en tout cas pour ce que je connais moi, dans le Comminges. Je pense que ça se fait aussi dans les autres arrondissements tout aussi naturellement. Et de fait, on a même une comitologie commune entre Bourg-Centre et Petite Ville de demain, comme on l'a monté avec Revel, entre Bourg-Centre et Action Cœur de Ville. Merci beaucoup pour ces différents témoignages. Ce que je vous propose, à moins qu'on ait d'autres questions sur le fil, et je le surveille, parce que j'ai l'œil à tout, je ne le crois pas. On me fait signe que non en régie. Je vous propose qu'on passe à une autre séquence qui va consister à vous présenter ce que fait la NCT en matière d'ingénierie sur mesure. Je suis heureux d'accueillir à mes côtés Jean-Louis Coll, qui est maire de Pinsaguel et vice-président de la communauté d'agglomération du Murtin. Avant d'avoir un témoignage croisé sur un projet qui lui tient à cœur, qui est le projet du château de la Confluence, peut-être quelques mots de méthodologie pour vous présenter la manière dont on organise l'accompagnement sur mesure au sein de la délégation territoriale. On va vous présenter deux petits graphiques. Un qui consiste à mettre en valeur déjà le fait qu'au départ, à l'origine de cet accompagnement, il y a un projet sur un territoire porté par un élu. Et certes, derrière, il y a un point de contact, un point d'entrée au sein de la délégation territoriale qui consiste à voir si l'élu et son projet sont appuyés au titre d'un programme, au titre d'un contrat territorial ou au titre du sur-mesure. Mais on a cette première analyse et on porte sur le sur-mesure ce qui n'est pas porté par les programmes comme Petite Ville de demain ou ce qui n'est pas porté dans le cadre d'un contrat territorial comme le CRTE. Comment concrètement, et là je vais vous dévoiler la mécanique de cette analyse, comment on fait ? Déjà, on va commencer par se poser une question au sein d'un comité dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est le comité opérationnel, c'est est-ce que ce projet rentre dans le champ d'intervention de l'agence ? On commence déjà par voir si on peut apporter une réponse et si ça dans nos cordes, dans nos compétences de faire. Quand on considère que ce projet rentre dans le champ de compétences, il y a un dialogue avec l'élu pour affiner le projet. C'est ce qu'on appelle la phase de maturation. L'idée, c'est de bien comprendre le projet, de bien comprendre le besoin, et ça nécessite beaucoup de dialogue avec un élu pour qu'il affine le besoin. On l'aide souvent, et on le verra avec Pinsaguel, à définir un besoin qui n'est pas forcément à la sortie le même que celui de l'idée qu'il avait. Et derrière, on se pose la question de la manière dont on va l'appuyer, avec des questions assez classiques. C'est quoi, qui, comment, dans quel délai, quels objectifs. Et on propose en fait l'offre d'accompagnement.
avec différentes sources d'ingénierie, l'ingénierie financière, de l'ingénierie technique, de l'ingénierie de médiation. On désigne au sein de la délégation un chef de projet qui n'est pas forcément quelqu'un qui est dans un service de l'État. L'idée, c'est d'avoir un chef de projet qui soit garant du résultat, qui soit facilitateur de l'action d'appui de la NCT, qui puisse être médiateur interne. Ce qu'on n'oublie jamais, c'est qu'au centre du jeu, il y a le projet et l'élu. Nous ne sommes qu'en accompagnement. Et c'est pour ça que l'élu, on l'a placé au centre et le projet aussi. On n'est que référent de projet. Le chef de projet, il est dans la collectivité. Et derrière, on laisse le projet vivre, on apporte l'appui en tant que de besoin sur mesure. Le projet vit. À un moment, notre partenariat s'arrête et notre travail derrière, c'est d'évaluer l'intervention pour voir comment améliorer à l'avenir la prestation qu'on apporte au service du projet. Voilà comment on travaille. Autour de nous, on sollicite des partenaires. On le verra sur le film sur Castelnau d'Estrée de Fond. Mais peut-être pourrions-nous passer à un témoignage très concret avec Jean-Louis Coll sur le château des Confluences. Je crois que Jean-Louis Coll a une petite contrainte de conseil communautaire, mais il ne sera pas à l'heure, mais il ne m'en voudra pas, mais il a prévenu. Jean-Louis, est-ce que vous pourriez nous parler de votre projet de château de la Confluence et de ce que vous attendez de nous et la manière dont on a monté le partenariat? Oui, merci de m'avoir invité et puis merci de m'inclure finalement dans cette réflexion et cette dynamique. Je voudrais partir d'une idée de... On parle beaucoup de projets de territoire ici, on parle beaucoup de projets. Mais le projet de territoire, c'est finalement quelque chose... Bon, c'est un document stratégique, mais qui a un côté théorique et conceptuel. Le projet de territoire, il faut ensuite l'incarner dans un projet concret. Et ça a bien été la question à laquelle nous avons été confrontés. C'est-à-dire que nous avons, dans le projet de territoire, un engagement dans la direction de la transition écologique, le projet de territoire de la communauté d'agglomération. Mais comment ensuite on l'incarne dans des projets concrets et comment on réussit à monter ces projets concrets. Alors le concret, il est à l'image d'ailleurs. Alors ce projet qui est à l'image. Et lorsqu'on est une petite commune, mais je pense que dans le cas de ce projet, ça peut aussi concerner des communes plus importantes, se pose la question de la maîtrise d'ouvrage de ce projet. Pas tant de la maîtrise d'ouvrage des travaux, de la dimension architecturale des travaux du projet, que la maîtrise d'ouvrage conceptuelle de ce qui va être finalement le cœur, la vie, l'âme du projet que l'on veut créer, surtout si on se situe dans le champ de l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut identifier un certain nombre d'acteurs, c'est-à-dire qu'il faut construire un modèle économique qui rende le projet fiable, derrière trouver des formes de statut juridique qui vont aussi permettre de l'amener sur les fonds baptismaux. Autant de compétences finalement que, quelle que soit l'implication d'une petite commune, on n'est pas en mesure de mobiliser. Et c'est là-dessus que nous avons été très heureux de cette rencontre avec la dynamique créée par la NCT, parce que ça nous permettait d'accéder à des niveaux d'interlocuteurs auxquels une petite commune a beaucoup de mal à accéder. Alors concrètement, en quoi on vous a aidé? Alors, en quoi vous nous avez aidé? Bon, premièrement, à nous donner la confiance dont on avait besoin. C'est-à-dire que quand on se sent un peu moins seul, on continue d'avancer. Deuxièmement, accéder à des réseaux auxquels, ce que je disais à l'instant, on ne pouvait pas accéder. On est en contact par votre intermédiaire avec le cabinet Ernst & Young qui nous a une pédagogie de l'accompagnement qui nous permet finalement de commencer à accoucher le projet et de commencer à identifier concrètement le type de partenariat dont on a besoin, le type d'acteurs qu'il nous faut rechercher, comment les mettre autour de la table, quelles sont les bonnes questions à poser pour les faire avancer autour de cette table. Et ça, ce sont autant de compétences que de temps disponibles que nous n'avons pas au niveau d'une petite commune. Donc, où on en est du projet? Qu'est-ce que vous voulez faire de ce château qu'on a vu d'ailleurs en image vidéo tout à l'heure? Voilà. C'est quoi concrètement votre projet? Ce château, alors, c'est quoi concrètement le projet? Nous sommes à la périphérie d'une métropole européenne. Nous sommes en même temps à la porte d'entrée d'une réserve naturelle régionale que nous avons au niveau de la commune de Pinsaguel participé avec d'autres voisins comme le Sicoval à créer. C'est une réserve naturelle de 600 hectares. Et le projet auquel nous pensons, que nous sommes en train de créer au sein du Château Berthier, nous l'avons intitulé
un campus de la transition. Quelle est l'idée ? Ce n'est pas de rentrer en concurrence avec des initiatives concrètes qui portent sur la transition écologique, mais de faire en quelque sorte un lieu qui va être un lieu de débat pour construire toutes les questions qui tournent autour de la transition écologique. Nous avons en focus 2 questions particulières en ce moment. D'une part, la question des zones humides, puisque nous sommes sur le périmètre de la confluence, nous sommes la porte d'entrée de la confluence. Et par ailleurs, nous travaillons en lien avec le projet de territoire et avec le CRTE sur la construction d'un projet alimentaire de territoire. Autour de ce château, je ne sais pas si les images le montraient, nous avons une ferme de maraîchage biologique, nous avons installé de l'élevage de chèvres, etc. C'est-à-dire que nous commençons déjà à introduire sur les terres dont nous disposons autour du château l'agriculture en partenariat avec certaines associations, comme par exemple le Centième Singe, des projets qui sont en lien avec un projet alimentaire de territoire. Et pour tout ça, nous avons besoin de mettre autour de la table des acteurs aussi variés que des associations, que des porteurs de projets individuels, que des laboratoires universitaires. Et c'est ce travail de montage de projet sur lequel on est accompagné en ce moment. Donc après les entretiens de Royaumont, il y aura bientôt les entretiens de Passaguel sur la transition et le Centième Singe, je sais, intervient aussi sur le Sicoval. Et donc on est impatient de voir la concrétisation du projet. Merci Jean-Louis Col. Je vais vous libérer pour que vous puissiez rejoindre votre conseil communautaire. Et je propose aussi d'illustrer par un petit film un autre exemple d'accompagnement, puisqu'on travaille avec la délégation territoriale sur la commune de Castelnau-d'Estrée-de-Fonds, sur l'arrivée future d'un FNT, du RER toulousain. Et on la prépare avec la commune. Et je propose de vous montrer concrètement comment la commune s'est organisée avec les partenaires pour conduire avec la NCT ce projet. Je propose qu'on lance la vidéo. La grosse difficulté de cette gare, c'est qu'il y a une barrière infranchissable qui est la RD 820 et l'ancienne RN20. Et donc, il faut trouver absolument la solution pour que nos 2 quartiers vivent ensemble, le quartier de la gare et le centre-ville, en harmonie. Et ensuite, bien sûr, il va y avoir tout l'enjeu urbanistique, comment faire vivre tout ce quartier dans le bien vivre ensemble. C'est un des gros paris aujourd'hui urbanistiques. Les partenaires autour du projet sont nombreux, que ce soit la communauté de communes du Frontonnais, la région, le département, le CAUE, le PF, la SNCF, le SCOT. L'accompagnement de la NCT va aider à coordonner l'ensemble des interventions de ces partenaires. Il va aussi aider à aller chercher d'autres acteurs au fur et à mesure de l'avancement du projet et des besoins. Et il va enfin aider à renforcer les moyens en ingénierie de la commune. Accompagner la commune dans cette réflexion pour mener de concert les 2 études, de façon à ce qu'elles s'alimentent et que cette étude, ce projet de pôle multimodal, il participe aussi à la réflexion sur la mutation de ce secteur, puisqu'on le voit bien, c'est un secteur un peu patchwork aujourd'hui, dans lequel on a des espaces encore agricoles, de nature, des bouts de construction, des hangars. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'anticiper cette mutation pour que la commune ait ensuite un plan de référence global qui va se découler sur un certain nombre d'années et accompagner effectivement les premiers aménagements.
L'intérêt d'agir comme ça est double. D'une part, d'assurer la collectivité qu'elle maîtrisera demain les terrains les plus importants dans le secteur, et puis éviter en effet que se lancent des opérations d'initiative privée aujourd'hui, à court terme, immédiatement, qui ne seraient pas complètement en phase avec les ambitions renouvelées de la collectivité locale sur ce secteur. On a aussi pour ambition de les accompagner en fait, dans leur réflexion dans les années à venir sur le développement de ce secteur. Voilà donc une vision sur Castelnau d'Estrées de Fond de la construction d'un partenariat sous l'égide de l'ANCT avec des acteurs aussi variés que le CAUE, donc, qui est émanation du conseil départemental, que le PF Occitanie, que la DDT, auprès d'élus qui ont pris conscience qu'il allait se passer quelque chose sur ce territoire avec l'arrivée de la FNT et qui le préparent résolument. Ça me permet de passer avec transition, et pas sans transition comme on dit, sur la question des partenaires et de l'organisation interne. En fait, le message est surtout pour vous, élus qui participez au séminaire, pour vous donner la porte d'entrée ou la clé de la porte d'entrée pour vous dire comment on procède. Peut-être vous parler de ce comité opérationnel qui réunit les partenaires et qui va examiner les projets. Donc, à l'écran, vous avez les partenaires qu'on a rassemblés au sein de ce comité opérationnel. On a bien sûr les services déconcentrés de l'État, la DDT évidemment, la DDFIP qui est un partenaire actif parce que tout projet se termine par une équation financière et que c'est important que la DDFIP soit là pour dissocier le souhaitable et du faisable. On a aussi la Banque des territoires, les représentants locaux de l'ANRU, du CEREMA, de l'ANA, de l'ADEME qui sont là. Ça, ce sont les services d'État et les opérateurs. Ce qu'on a essayé de monter aussi dans ce comité, c'est d'y associer d'autres partenaires. Donc, on a parlé de l'EPF Occitanie, qui est très, très implanté à Haute-Garonne et qui appuie beaucoup de communes, je le sais, par des conventions. Haute-Garonne Ingénierie, qui est partenaire. Les PETR, qui offrent de l'ingénierie de montage de dossiers de financement, sont membres de ce comité opérationnel. Donc, les 4 PETR qui sont mentionnés ici. Le CAUE, qui est un partenaire privilégié et qui intervient d'ores et déjà sur nombre de projets, que ce soit Passaguel ou que ce soit Castelnau. Tout nouvellement, on a proposé à l'AUAT de rejoindre le comité parce que l'AUAT a des observateurs de territoire et nous permet d'éclairer les projets par de la comparaison de la donnée géographique et sociologique. On a la région Occitanie. On parlait tout à l'heure de la liaison entre les dispositifs régionaux et les projets. La région est partenaire du comité, ce qui permet de créer les synergies. Et on a rentré dans ce comité la Fondation du patrimoine, qui est signataire de Petite Ville de demain, qui a énormément de dispositifs de défiscalisation pour les particuliers sur les travaux d'amélioration du patrimoine bâti remarquables, mais aussi qui travaille en mécénat sur un certain nombre de projets de collectivités. Et donc, tous ces partenaires sont réunis sous l'égide du comité. Et c'est ce panel de partenaires qui voit ce qu'on peut apporter au projet que vous nous proposez. Alors, pour nous saisir, on verra tout à l'heure, vous avez des points d'entrée, ce sont les délégués territoriaux adjoints. Comment on fait en termes de méthode ? On a des comités très fréquemment, on se réunit toutes les 6 semaines. Avec un ordre du jour qui est classique. Déjà, on essaye de bien se connaître entre nous. Alors, ce n'est pas du nombrilisme, mais c'est important que chaque partenaire connaisse l'offre d'autres partenaires pour qu'on sache qu'il existe ailleurs, qu'on puisse réorienter. On fait le point en général sur l'avancement des projets qui sont dans notre portefeuille, qu'ils soient en maturation ou qu'ils soient en contractualisation. On est attaché à signer des contrats d'objectifs avec les différents projets qu'on a examinés. Là, on vient de signer le premier avec Castelnau d'Estrées de Fond et je pense qu'on ne devrait pas tarder à signer Passaguel. On examine les nouveaux projets qui peuvent se présenter pour voir ce qu'on peut apporter, comment on peut aider ces projets. Et on a des points d'information sur les programmes, mais aussi sur la communication qu'on fait de nos actions. Donc on se réunit, vous voyez, toutes les 6 semaines, en visio jusqu'ici, en présentiel depuis peu, heureusement, pour partager l'avis des projets et procéder à leur analyse. Peut-être vous me donnez quelques images du comité opérationnel. On a interviewé quelques partenaires et l'idée, c'est peut-être d'illustrer en vidéo l'action très concrète de ce comité. Je propose qu'on regarde le petit film sur le comité opérationnel de Haute-Garonne de l'agence.
Il faut voir ce comité comme une bourse d'échange. On a les projets qui arrivent, on voit qui peut apporter quoi, on évite de faire doublon ou redondance et à la fin ça donne une offre, une capacité d'intervention qui est composite, qui est riche et qui est décisive. Nous, souvent, qu'étant en amont, on est amené à conseiller les collectivités sur leurs projets, mais qu'après, et souvent, il y a quand même des difficultés pour passer à l'opérationnel, notamment dans les milieux ruraux où les projets sont complexes. Donc l'intérêt peut-être de l'ANCT, c'est de fédérer différents acteurs. Le travail partenarial qui est réalisé autour du COMOP est absolument précieux pour faire entendre une sensibilité, une compétence technique et des possibilités d'intervention. Notre rôle, c'est, je dirais, d'écouter d'abord et par rapport aux projets qui sont apportés par l'ensemble des autres partenaires, de voir si on peut ou pas intervenir pour aider à leur concrétisation et à leur réalisation. Là, du comité opérationnel Haute-Garonne. On est plutôt là pour voir comment se met en place la gouvernance locale, les éventuels points où il n'y a pas de réponse au niveau local, donc des projets pour lesquels il y a une ingénierie locale défaillante ou pas assez structurée, où du coup la NCT nationale a un rôle à jouer et se fait le relais de ces demandes d'accompagnement de projets en mobilisant de l'ingénierie donc plutôt nationale. Donc, retenez donc que ce comité, ce n'est pas une instance technocratique. L'idée, c'est vraiment que vous nous ameniez vos idées, qu'on vous aide en discutant avec vous, on les transformer en projets, en objets concrets, et que derrière, on aide à faire vivre ces projets, mais qui sont d'abord vos projets. Donc, si vous voulez, s'il y avait un mot de conclusion, et je pense qu'on se la partagera à 4, je laisserai le président Auberti dire un mot de conclusion aussi. Cette agence, elle est vôtre. Et je crois qu'il y a souvent la peur de l'élu par rapport à une idée qui peut trouver un peu farfelue, décalée, trop énorme pour lui, pour sa commune, surtout pour des communes rurales. Et on est là pour désinhiber vos projets, pour que vous n'ayez pas peur de les apporter, pour que vous nous ameniez vos idées. On aura la franchise de vous dire, là, c'est vraiment trop gros pour vous, n'y allez pas, mais allez-y peut-être autrement sur quelque chose de moins ambitieux. Et l'idée derrière, c'est de vous apporter des solutions très concrètes pour que sur les territoires, il se passe beaucoup de choses, il puisse se passer encore plus de choses. Et sur les territoires où vous avez envie qu'il se passe quelque chose et vous avez une certaine crainte de ne pas pouvoir faire, on puisse revenir à vos côtés, différemment de ce que l'État a pu faire dans des temps passés quand on était encore en orange à la DDT avec la TESAT, mais avec surtout la pleine conscience que vous êtes acteur du projet, vous êtes pilote de vos projets, pilote de votre territoire, et qu'on doit avoir l'humilité d'être avec vous, à vos côtés, et de se retirer quand c'est lancé, parce que c'est votre projet, c'est vous qui en assumez le bénéfice, mais aussi le risque complet, et on est là quelque part pour baliser le risque et pour faire en sorte qu'il soit le plus minime possible et que ce projet soit une réussite. Je ne sais pas si mes collègues ou le président Auberti veulent ajouter quelque chose en mot de conclusion. Merci, monsieur le directeur, de me laisser la parole. Il est un aspect extrêmement important.
Et d'ailleurs, donc le dispositif dans lequel nous nous situons porte bien dans son nom les deux éléments. C'est la question de la relance. Nous avons un devoir de faire en sorte d'organiser le redémarrage de notre pays en sortie de crise sanitaire, mais dans le cadre d'une transition, la transition écologique, c'est-à-dire d'un changement de paradigme pour notre société. Et là où effectivement certains élus peuvent s'auto-censurer, je pense que le fait de pousser la porte, d'appeler donc celles et ceux mobilisés sur le territoire donc pour les aider est fondamental. Je crois que qui ne demande rien n'a rien, et donc il faut oser. Le fait d'avoir l'État, un État facilitateur, l'État qui vous accompagne, ouvre des portes que beaucoup d'élus ne soupçonnent pas, y compris en termes de convergence financière pour le montage des projets, dès lors que le projet a du sens pour l'avenir, dans le cadre de leur relance et dans le cadre de la transition écologique. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si Cécile et Marie-Paul vont rajouter quelque chose. Je me ferai le porte-parole des 3 délégués territoriaux ou territoriales. Donc, pour vous dire encore une fois un seul message, venez. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le fil ou si la présentation était claire. On a eu jusqu'à 28 participants à ce séminaire. Venez encore une fois avec vos projets, venez avec vos idées. On vous aidera. On est là pour ça et n'ayez aucune hésitation à nous solliciter. On aura l'occasion, lors du congrès des maires, les 8 et 9 novembre octobre, je me suis fait disputer par le président Berti. Donc, nous serons présents sur les 2 jours du congrès avec un stand qui en partie sera consacré à l'ingénierie territoriale de l'ANCT. Donc, mes collaborateurs seront présents pour être à votre contact. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux les 8 et 9 octobre à la Beige, à Diagora, à notre rencontre, aux côtés d'autres acteurs de l'ingénierie. Et avec vos idées, ça peut permettre de nouer des contacts. On peut dire des prospects, mais c'est surtout des contacts. Et mesurer avec vous vos projets et voir comment on peut les rendre concrets, les transformer en belle réalité, en belle réussite sur nos territoires. Donc encore une fois, c'était notre dernier webinaire sur les 3 qu'on a organisés. On a été très heureux de partager avec vous ces temps d'information. C'était le but. On espère vraiment que ça se concrétisera derrière en plein de projets. Qu'on arrivera à suivre aussi, parce qu'il faut qu'on suive derrière. On n'a que des journées de 48 heures, mais il n'y a pas de problème. Et encore une fois, merci à l'AMF d'avoir pris l'initiative d'organiser ce congrès New Style et cette présentation un peu atypique par rapport à la manière classique de l'État de communiquer. Je remercie mes collaborateurs de la DDT qui ont beaucoup travaillé sur ce webinaire et sur le déroulé. On s'est vraiment beaucoup professionnalisé en 3 webinaires et on a appris à commencer à maîtriser l'outil. Et encore une fois, j'espère vous rencontrer nombreux et nous espérons vous rencontrer nombreux sur les territoires et pouvoir vous apporter tout l'appui nécessaire à vos projets. S'il n'y a pas de questions, et je vois qu'il n'y en a pas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis donc au 8 et 9 octobre à la Beige pour le congrès des maires de la Haute-Garonne. Merci à toutes et à tous et une très bonne soirée.